En las sombras de Ciudad de México, donde los rascacielos se reflejan en los ojos de quienes jamás podrán alcanzarlos, una verdad devastadora está a punto de salir a la luz y transformar para siempre dos vidas aparentemente desconectadas. ¿Qué ocurre cuando el destino entrelaza los caminos de un empresario millonario, marcado por una pérdida insoportable, con los de una empleada doméstica de ojos verdes, embarazada y traicionada por aquellos en quienes confió? Lorenzo Vidal observa desde su mansión en Las Lomas cómo Marina Hernández es humillada y expulsada a la calle por la poderosa familia Montero, sin saber que los secretos enterrados hace décadas, susurros de una manipulación perversa y conspiraciones familiares, los unirán de maneras inimaginables. Entre el lujo asfixiante de la alta sociedad mexicana y la dignidad inquebrantable de quien no tiene nada que perder, estos dos extraños descubrirán que cuando el amor llega sin avisar, ni las barreras sociales ni los fantasmas del pasado pueden detener la transformación que trae consigo. Le soleil tombait implacablement sur le quartier exclusif de Neuilly-sur-Seine à Paris, tandis que Marine Lefebvre, sa valise usée dans une main et l'autre protégeant instinctivement son ventre, tentait de garder sa dignité face aux insultes qui pleuvaient sur elle. « Tu n'es qu'une opportuniste, une traînée qui veut juste profiter de mon fils », criait Madame Sophie Mercier depuis la porte de la somptueuse résidence, son visage déformé par la fureur. « Il n'y a pas de place ici pour tes mensonges, ni pour ce bâtard que tu veux faire passer pour l'enfant de mon Sébastien. » Marine, avec ses yeux verts rougis par les larmes contenues et sa peau claire maintenant pâle sous le choc, gardait la tête haute, malgré le tremblement de ses lèvres. Ses longs cheveux châtains, habituellement attachés en un chignon discret, tombaient maintenant sur ses épaules, encadrant un visage d'une beauté simple qui essayait de ne pas s'effondrer. « Madame, je ne mentirai jamais sur quelque chose comme ça, » répondit-elle d'une voix brisée mais ferme. « Votre fils sait parfaitement que... » « Mon fils ne sait rien, » interrompit la femme. « Sébastien est fiancé à une femme de son rang. Tu n'étais qu'un passe-temps. Une bêtise qu'il a déjà oubliée. Va-t'en et ne reviens pas, ton contrat se termine aujourd'hui même, et sans recommandation. » La porte se ferma avec un bruit sec qui résonna comme une sentence. Marine resta immobile, tenant sa dignité par pur instinct, alors qu'elle sentait le monde s'écrouler autour d'elle. 4 ans de travail impeccable, de loyauté, de sacrifice, se terminaient ainsi, avec des accusations, de l'humiliation, et la certitude qu'elle était complètement seule avec une vie grandissant en elle. De l'autre côté de la rue, caché derrière les rideaux de soie de son imposante résidence, Laurent Vidal observait la scène avec les sourcils froncés. À 34 ans, le brillant entrepreneur français avait bâti un empire dans le secteur hospitalier grâce à sa vision et sa détermination, mais il avait aussi appris à être discret et à se tenir à l'écart des drames d'autrui. Cependant, quelque chose dans la dignité silencieuse de cette femme, qu'il avait observée pendant des mois entrer et sortir de la villa des Mercier, éveilla en lui une émotion qu'il croyait morte depuis la perte tragique de sa femme Hélène et de son enfant à naître 5 ans auparavant. Ses yeux bleus, froids comme la glace depuis le jour où il avait enterré ses rêves avec sa famille, suivaient chaque mouvement de Marine, tandis qu'elle essayait de décider où aller avec sa valise et son cœur brisé. Avez-vous aimé le début de cette histoire d'amour, de résilience et de seconde chance? Laissez-nous un j'aime, commentez de quelle ville vous nous lisez, et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire passionnante qui ne fait que commencer. Marine avança de quelques pas sur le trottoir désorienté. Le quartier exclusif de Neuilly-sur-Seine n'était pas un endroit pour une femme comme elle sans emploi pour justifier sa présence. Avec le soleil commençant à se coucher et à peine quelques euros en poche, la réalité de sa situation la frappa comme une gifle. Elle n'avait nulle part où aller. Ses parents étaient décédés des années auparavant. Son unique frère travaillait dans les vignobles du Sud et la minuscule chambre qu'elle louait, elle l'avait quittée pour s'installer chez les Mercier quand il l'avait embauchée comme employée à demeure. Une vague de nausée l'envahit, cruel rappel de sa grossesse de presque 3 mois. Elle s'appuya contre un arbre, fermant les yeux, tandis qu'elle essayait de contrôler la marée d'émotions et le malaise physique. Quand elle les rouvrit, elle rencontra le regard pénétrant d'un homme grand, impeccablement vêtu d'un costume gris foncé, qui mettait en valeur ses larges épaules et sa stature distinguée. « Vous allez bien ?» demanda-t-il d'une voix grave et prudente. Marine recula instinctivement. La dernière fois qu'elle avait fait confiance à quelqu'un de la haute société, elle s'était retrouvée enceinte, sans emploi, et à la rue. « Je vais bien, merci », répondit-elle sèchement, bien que sa voix tremblante trahissait ses paroles. Laurent Vidal l'observa avec ses yeux bleus qui semblaient pouvoir voir au-delà des apparences. Il ne souriait pas, mais il y avait quelque chose dans son expression qui n'était pas hostile. « Je viens d'assister à ce qui s'est passé », dit-il simplement. « Je ne prétends pas m'immiscer, mais si vous avez besoin d'aide… » Marine sentit que les larmes qu'elle avait contenues commençaient à déborder. « Personne n'aide sans attendre quelque chose en retour », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Laurent hocha lentement la
tête, comme si cette amère vérité lui était familière. Peut-être, mais il y a des exceptions, répondit-il en sortant une carte de sa poche. Je m'appelle Laurent Vidal. Je suis propriétaire du groupe hospitalier Vidal. Si vous avez besoin de soins médicaux, d'un travail ou simplement d'un endroit sûr, pendant que vous résolvez votre situation, appelez-moi. Le regard de Marine se posa sur la carte qu'il lui offrait. Le logo argenté d'une chaîne d'hôpitaux privés brillait sur le papier, à côté du nom et du titre « Laurent Vidal, directeur général ». Sans savoir pourquoi, elle la prit. « Merci, mais je ne crois pas que... » « Vous n'avez pas à décider maintenant, » l'interrompit-il d'une voix sereine. « Mon chauffeur peut vous conduire où vous en avez besoin ce soir, sans engagement. » Marine observa la luxueuse voiture noire garée à quelques mètres. Le chauffeur, un homme âgé à l'expression aimable, attendait près de la porte ouverte. La proposition était à la fois tentante et terrifiante. « Pourquoi feriez-vous cela pour une inconnue ?» demanda-t-elle, la méfiance évidente dans sa voix. Laurent détourna le regard un instant, comme si la réponse était un secret qu'il ne comprenait pas lui-même. « Disons que je reconnais quand quelqu'un est au bord du gouffre, » répondit-il finalement. « J'y ai été une fois, et personne ne m'a tendu la main. » Quelque chose dans ces paroles, dans l'ombre de douleur qui traversa le visage de l'homme, résonna profondément en Marine. La main toujours protégeant son ventre et la valise comme unique patrimoine, elle prit la décision qui changerait sa vie pour toujours. « Je m'appelle Marine Lefebvre, » dit-elle doucement, « et j'accepte votre aide, au moins pour ce soir. » Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient à ce moment-là, c'est que le destin venait d'entrelacer leur chemin d'une façon qu'aucun n'aurait pu imaginer, et que le secret que Marine gardait dans son ventre n'était que le premier de nombreux secrets qui mettraient à l'épreuve ce qui était en train de naître entre eux. L'appartement où Laurent l'avait conduite se trouvait dans un immeuble élégant mais discret dans le quartier du Marais. Ce n'était pas aussi ostentatoire que la demeure des Mercier, mais son élégance sobre et son confort rendaient l'endroit infiniment plus accueillant. C'est l'un des appartements que nous maintenons pour les médecins visiteurs ou les patients en traitement prolongé, expliqua Laurent tandis que la gouvernante, une femme âgée nommée Madame Carmen, leur ouvrait la porte. Personne ne l'utilise actuellement. Vous pouvez donc y rester le temps nécessaire pour vous organiser. Marine parcourut du regard le salon avec ses meubles aux lignes épurées, les grandes fenêtres donnant sur un petit balcon et la cuisine entièrement équipée. Tout était si différent de la chambre de service où elle avait dormi ces 4 dernières années. « Monsieur Vidal, c'est trop, » murmura-t-elle, submergée par la générosité inexplicable de cet étranger. « Je ne pourrais pas payer quelque chose comme ça même en travaillant une année entière. »« Je n'ai mentionné aucun paiement, » répondit-il avec ce regard pénétrant qui semblait l'étudier. Marine se tendit immédiatement. « Je n'accepterai ni la charité, ni un autre type d'arrangement, » déclara-t-elle fermement, ses yeux verts brillant de détermination. À sa surprise, Laurent esquissa ce qui semblait être le fantôme d'un sourire, le premier qu'elle lui voyait. « Je n'offre ni l'un ni l'autre, mademoiselle Lefebvre. J'offre une opportunité. Dans nos hôpitaux, nous avons toujours besoin de personnel administratif compétent et discret. Si cela vous intéresse, vous pourriez commencer à la réception. L'appartement fait partie des avantages du poste. » Marine le regarda avec méfiance. C'était trop beau pour être vrai. « Pourquoi moi? Vous ne me connaissez même pas. Vous n'avez pas de référence me concernant. Vous ne savez pas si je suis fiable ou... » « Je vous observe depuis des mois, » l'interrompit Laurent pour se corriger rapidement en voyant son expression alarmée. « Pas de manière inappropriée. J'habite en face de la maison des Mercier. Je vous ai vu arriver tôt chaque matin, partir tard chaque soir, toujours ponctuel, toujours professionnel. Ce sont des références suffisantes pour moi. » Marine rougit légèrement sous ce regard bleu qui semblait la lire comme un livre ouvert. C'était étrange et un peu troublant de savoir que cet homme puissant l'avait remarqué alors que pour les Mercier, elle n'avait jamais été plus qu'un meuble, une présence invisible, jusqu'à ce qu'elle devienne un problème. De plus, continua Laurent, embaucher quelqu'un qui a réellement besoin du travail donne généralement un employé plus engagé que quelqu'un qui le prend par caprice. C'est de la simple logique entrepreneuriale. Madame Carmen, qui s'était discrètement occupée d'arranger quelque chose, intervint d'un ton maternel. « Monsieur Vidal semble froid, ma petite. Mais il a bon cœur, et vous semblez être une bonne fille. Parfois, la vie nous met à l'épreuve durement, mais elle nous envoie aussi des anges déguisés. » Laurent fronça les sourcils aux paroles de la femme. « Carmen, s'il vous plaît, ne confondez pas mademoiselle Lefebvre. Ceci est strictement professionnel, » dit-il sévèrement, bien qu'une légère rougeur sur ses joues trahissait son malaise. « Vous devriez vous reposer maintenant. La journée a été difficile. Demain, si vous le souhaitez, vous pourrez visiter l'hôpital principal pour connaître le poste. Si vous décidez de l'accepter, vous commencerez immédiatement. Sinon, vous pouvez quand même rester ici quelques jours pendant que vous trouvez une autre solution. » Sans attendre de réponse, il se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il ajouta, sans se retourner, « Vous avez ma carte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. » Et ainsi, aussi soudainement qu'il était apparu dans sa vie, Laurent Vidal s'en alla, laissant Marine avec un mélange de soulagement, de confusion et une étrange sensation de vide qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Cette nuit-là, allongée dans un lit plus confortable
que tout ce qu'elle avait connu depuis des années, Marine revécut encore et encore les événements de la journée. L'humiliation aux mains de Madame Sophie, la lâcheté de Sébastien, qui n'avait même pas fait face lorsque sa mère l'avait mise à la porte après avoir découvert sa grossesse. Et puis, comme sorti de nulle part, cet homme mystérieux aux yeux de glace et aux gestes chaleureux. Instinctivement, ses mains se posèrent sur son ventre encore plat. Quel avenir pourrait-elle offrir à son enfant? Comment expliquerait-elle un jour que son père les avait abandonnés avant même sa naissance? Et surtout, comment affronterait-elle sa situation lorsque sa grossesse deviendrait évidente? Laurent Vidal ne semblait pas avoir remarqué son état, ou du moins avait eu la délicatesse de ne pas le mentionner. Mais quand il le saurait, maintiendrait-il son offre d'emploi ou la jugerait-il comme l'avaient fait les Mercier? Avec ces questions la tourmentant, Marine finit par céder à l'épuisement et plongea dans un sommeil agité, où les yeux bleus de Laurent se transformaient en ceux de Sébastien. Et les deux finissaient par lui tourner le dos, tandis qu'elle essayait de les atteindre. À plusieurs kilomètres de là, dans une luxueuse mais sombre demeure, Laurent contemplait la ville depuis sa terrasse, avec un verre de whisky intact à la main. La lune éclairait son visage anguleux, et ses yeux, normalement si contrôlés, révélaient maintenant le tumulte intérieur qui le consumait. « Pourquoi l'as-tu fait, Laurent ?» se demanda-t-il à voix haute. « Qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Ce n'était pas dans ses habitudes d'agir par impulsion. Depuis la mort d'Hélène, chaque décision avait été soigneusement calculée, chaque émotion rigoureusement contenue. Sa vie était devenue une routine prévisible de travail, de solitude volontaire et de souvenirs douloureux qu'il gardait sous clé. L'empire hospitalier qu'il avait construit était son unique but, sa seule raison de se lever chaque matin. Et pourtant, aujourd'hui, il avait fait quelque chose de complètement irrationnel. Il avait ouvert la porte à une inconnue. Il avait offert de l'aide sans rien demander en retour. Il s'était impliqué. Hélène aurait été fière, pensa-t-il avec amertume. Elle lui avait toujours reproché sa froideur, sa tendance à tout analyser depuis la logique et jamais depuis le cœur. Quelle ironie que maintenant, quand elle n'était plus là, il ait finalement agi en suivant une impulsion véritablement humaine. Mais Laurent savait qu'il y avait autre chose. Quelque chose chez cette femme aux yeux verts et à la dignité inébranlable qui avait réveillé des fantômes qu'il croyait enterrés. Peut-être était-ce sa vulnérabilité combinée à sa force, ou peut-être la façon dont elle protégeait inconsciemment son ventre, un geste qui lui rappelait douloureusement Hélène pendant les heureux mois de grossesse, avant l'accident qui lui avait tout pris. Quoi qu'il en soit, Laurent savait qu'il marchait sur de la glace fine. Aider Marine était la chose juste à faire, mais garder ses distances serait crucial. Plus d'impulsion, plus d'exception. À partir de demain, si elle acceptait le travail, ce serait strictement une relation professionnelle. Ce que Laurent ne savait pas, c'est que le destin avait d'autres plans, et que le secret que Marine gardait était lié à son passé d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait imaginer. L'hôpital Vidal Central s'élevait majestueusement dans l'un des meilleurs quartiers de la ville, un bâtiment aux lignes modernes et aux verres bleutés qui reflétait le ciel de Paris. Marine, vêtue des vêtements les plus formels qu'elle possédait, une simple robe bleu marine qui dissimulait sa grossesse naissante, se présenta ponctuellement au rendez-vous que Laurent avait organisé avec les ressources humaines. À sa surprise, le processus fut étonnamment normal. Gabrielle Soto, la directrice du personnel, la traita avec le même professionnalisme qu'elle aurait accordé à n'importe quel candidat, sans aucune référence à sa situation personnelle ou à l'intervention du propriétaire du groupe hospitalier. « Vos références de la famille Mercier sont limitées », commenta Gabrielle en examinant son dossier. « Mais vous avez de l'expérience en relations clientèle dans cette boutique où vous avez travaillé auparavant et votre niveau d'études est adéquat pour le poste. » Marine hocha la tête, reconnaissante pour le ton neutre de la femme. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Laurent avait donné des instructions strictes pour que sa candidature soit traitée sans favoritisme évident, tout en s'assurant que le poste serait le sien si elle remplissait les conditions de base. Le poste de réceptionniste implique la gestion d'agenda, le premier contact avec les patients et leurs familles et la coordination avec l'équipe médicale, continua Gabrielle. Il est fondamental d'être discrète, organisée et de garder son calme dans les situations de tension. Pensez-vous pouvoir gérer cela? Marine sourit pour la première fois depuis des jours. Madame Soto, j'ai géré l'agenda et les caprices de la famille Mercier pendant 4 ans, y compris leurs crises, leurs fêtes et leurs secrets. Croyez-moi, je peux gérer une réception d'hôpital. Gabrielle lui rendit son sourire avec approbation. Excellent. L'horaire est de 8h à 17h, avec 1 heure pour déjeuner. Le samedi seulement la demi-journée. Le salaire est celui-ci. Elle glissa un papier avec un chiffre qui fit retenir son souffle à Marine. C'était presque le triple de ce qu'elle gagnait chez les Mercier. Cela inclut les avantages sociaux, une assurance maladie complète et, comme vous le savez déjà, un logement dans l'un de nos appartements d'entreprise,
tant que vous en aurez besoin. 2 heures plus tard, Marine sortait de l'hôpital avec son contrat signé et le sentiment que la vie lui offrait une seconde chance. Alors qu'elle attendait le bus pour retourner à l'appartement, une luxueuse voiture noire s'arrêta à côté d'elle. La vitre descendit, révélant le visage de Laurent. « Tout s'est bien passé ?» demanda-t-il avec ce ton formel qui semblait être son mode habituel de communication. « Tout s'est parfaitement passé », répondit-elle, incapable de contenir un sourire. « Je commence dès demain. Je voulais vous remercier. Beaucoup de personnes n'auraient pas... » « Ce n'est pas nécessaire, » l'interrompit-il. « Montez, je vous conduirai à l'appartement. » Le trajet se déroula dans un silence qui, étonnamment, n'était pas inconfortable. Marine observait du coin de l'œil le profil de cet homme énigmatique qui avait changé son destin par un simple geste d'humanité. Son visage était séduisant d'une manière sévère, avec des traits marqués qui parlèrent de détermination, et peut-être d'une douleur profonde qu'il tenait à distance, avec cette attitude distante. « Monsieur Vidal, osa-t-elle demander, lorsque la voiture s'arrêta devant l'immeuble. « Puis-je savoir pourquoi vous m'avez réellement aidé ?» Laurent garda les yeux fixés droit devant lui, ses mains s'agrippant légèrement plus fort au volant. « Je vous l'ai déjà dit. Cela me semblait être la chose juste à faire. Il y a beaucoup de personnes dans des situations difficiles dans cette ville. Vous ne pouvez pas toutes les aider. » Un silence tendu s'installa entre eux, avant que Laurent ne réponde finalement. « Ma femme était enceinte quand elle est morte dans un accident il y a 5 ans. » Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans un étang, créant des ondes de signification que Marine n'était pas sûre de comprendre complètement. Laurent continua, sa voix contrôlée mais avec un fond d'émotion contenue. « Quand je vous ai vu protéger votre ventre alors que cette femme vous humiliait, il s'arrêta, comme s'il en avait trop dit. Je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans votre vie ni dans vos décisions. J'ai simplement voulu offrir une alternative que ma femme aurait approuvé. » Marine sentit l'air quitter ses poumons, donc il savait pour sa grossesse. Et pas seulement cela. Son aide était motivée par une douleur personnelle si profonde que 5 ans plus tard, elle conditionnait encore ses actes. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle, se sentant soudain coupable d'avoir réveillé des souvenirs douloureux. « Je ne voulais pas. » « Ne faites pas ça, » l'interrompit Laurent, se tournant enfin pour la regarder directement. Ses yeux bleus intenses, mais prudents. « N'ayez pas pitié, j'en ai déjà assez dans ma vie. Je voulais simplement répondre à votre question. » Et avec ces mots, il mit à nouveau de la distance entre eux, lui rappelant subtilement que leur relation était strictement professionnelle, que son aide ne cherchait pas à créer un quelconque lien personnel. Mais le destin, comme c'est souvent le cas, avait d'autres plans. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans une routine qui procura à Marine la stabilité dont elle avait tant besoin. Son travail à la réception de l'hôpital Vidal s'avéra être exactement ce que Gabriel lui avait décrit, exigeant mais gratifiant. Ses compétences organisationnelles et son amabilité avec les patients firent bientôt d'elle une employée appréciée par l'équipe médicale et administrative. Sa grossesse, maintenant au 4e mois, commençait à se remarquer légèrement, mais à son soulagement, personne à l'hôpital ne semblait la juger pour cela. L'assurance maladie incluse dans son contrat lui permit de commencer les suivis prénataux appropriés, et elle découvrit avec joie qu'elle attendait une fille. Durant cette période, ses rencontres avec Laurent furent rares et toujours fortuites. Il semblait éviter délibérément la zone de réception lors de ses visites à l'hôpital, et les rares fois où ils se croisèrent, il se limita à la saluer d'un geste cordial, mais distant. Marine essayait d'ignorer l'étrange déception qu'elle ressentait face à cette attitude, se rappelant qu'elle avait déjà reçu plus qu'elle n'aurait pu espérer de lui. Ce fut Gabriel Soto qui, lors d'un déjeuner, lui fournit quelques pièces du puzzle qu'était Laurent Vidal. « Il n'a pas toujours été comme ça, tu sais », commenta la directrice du personnel, alors qu'elle partageait une table à la cafétéria de l'hôpital. Avant, il était différent. Il souriait, plaisantait, avait des projets ambitieux non seulement pour les hôpitaux, mais aussi pour sa vie personnelle. « Vous le connaissez depuis longtemps ?» demanda Marine, incapable de cacher sa curiosité. « Depuis l'université. J'étudiais l'administration pendant qu'il terminait ses dernières années de médecine. » Gabriel fit une pause, comme décidant de ce qu'elle allait partager. Hélène, sa femme, était pédiatre. Ils se sont rencontrés pendant leur résidence. Ils formèrent le couple parfait, brillant, engagé, avec les mêmes valeurs. Quand elle est tombée enceinte, Laurent était transformé de bonheur. Marine sentit une pointe de douleur pour cet homme qui semblait maintenant vivre dans une carapace de glace. Que s'est-il passé exactement? Si ce n'est pas indiscret, Gabriel baissa la voix, bien que personne ne semblait leur prêter attention. C'était pendant un terrible orage. Laurent était en chirurgie, un cas compliqué qu'il ne pouvait pas abandonner. Hélène a dû conduire seule jusqu'à l'hôpital parce qu'elle avait commencé à ressentir des contractions prématurées. Un camion a perdu le contrôle sur l'autoroute et Gabriel s'arrêta, ses yeux s'humidifiant. Quand Laurent est finalement sorti du bloc opératoire, il était déjà trop tard pour les deux. Marine ferma les yeux, imaginant l'impact dévastateur de perdre en un instant tout ce qu'on aime le plus. Soudainement, l'attitude distante de Laurent, son apparente froideur, prirent un nouveau sens. Depuis lors, il s'est réfugié dans le travail,
continua Gabriel. Il a triplé la taille du groupe hospitalier Vidal, a mis en place des programmes innovants, a fait don de millions à la recherche. Mais c'est comme si l'homme que j'ai connu était mort avec eux. C'est pourquoi nous avons tous été si surpris quand il t'a amené ici. Marine sentit qu'elle rougissait. Il n'y a rien entre nous. Il a simplement... Moi je sais, sourit Gabriel avec compréhension. Mais c'était la première fois en 5 ans que Laurent faisait quelque chose par impulsion. Quelque chose qui n'était pas méticuleusement calculé. Et ça, crois-moi, c'est tout un événement. Ce soir-là, alors que Marine rentrait à l'appartement après sa journée de travail, un appel d'un numéro inconnu interrompit ses pensées. « Marine Lefebvre ?» demanda une voix masculine qu'elle ne reconnut pas. « Voyez qui est à l'appareil ? Je m'appelle Jacques Mercier. Je suis le père de Sébastien. » Le monde sembla s'arrêter autour d'elle. Jacques Mercier était l'un des avocats les plus influents de la ville, un homme redouté dans les tribunaux pour son astuce impitoyable. « Monsieur Mercier, épargne-moi les explications, » la coupa-t-il froidement. « Je sais tout sur ta situation. Ce que je ne sais pas, c'est comment tu as réussi à obtenir un emploi au groupe hospitalier Vidal si rapidement. » Marine sentit son sang se glacer dans ses veines. L'avait-il fait suivre ? « Cela ne vous regarde pas, » répondit-elle avec une fermeté qu'elle ne ressentait pas. « Tout ce qui affecte ma famille me regarde, » répliqua-t-il. « Et je me demande si Laurent Vidal c'est que tu es enceinte du fils de l'un de ses concurrents. » Marine resta sans souffle. Concurrent ? Elle ne comprenait pas quel rapport Laurent avait avec les Mercier. « De quoi parlez-vous ? Monsieur Vidal dirige des hôpitaux, votre famille est dans le droit et... » Un rire sec l'interrompit. « Je vois que tu n'es pas bien informé. Ma famille possède également un réseau de cliniques privées, bien que plus modeste que celle de Vidal. Nous sommes rivaux depuis des années, notamment depuis que nous avons tenté une fusion qu'il a refusée après la mort de sa femme. » Il fit une pause chargée d'intention. « Je me demande comment il réagirait en découvrant que tu as délibérément caché que tu portes dans ton ventre l'héritier de ses rivaux commerciaux. Ça pourrait sembler un plan délibéré pour t'infiltrer. » La peur parcourut le dos de Marine comme un frisson. Elle n'avait rien caché délibérément. Simplement, le lien n'avait jamais été établi. Et maintenant, Jacques Mercier transformait sa situation en quelque chose qui semblait calculé et traître. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle, sentant sa stabilité nouvellement trouvée menacée de s'effondrer. « Pour l'instant, rien, » répondit Jacques avec un calme terrifiant. « Je voulais juste que tu saches que nous sommes au courant de ta situation. Ma femme peut être impulsive, mais moi je suis plus stratégique. Contrairement à elle, je ne nie pas que cet enfant puisse être de mon fils. Et s'il l'est, un Mercier ne grandit jamais loin de sa famille légitime, quelles que soient les circonstances de sa conception. » La menace implicite flotta dans l'air même après la fin de l'appel. Marine se laissa tomber dans un fauteuil, ses mains tremblantes caressant protectivement son ventre. Le monde qu'elle avait commencé à reconstruire avec tant d'efforts semblait à nouveau sur le point de s'effondrer. Et le pire, c'est qu'elle avait maintenant un secret qui pourrait détruire la confiance que Laurent avait placée en elle. Un secret qui, si Jacques Mercier tenait sa menace, ne tarderait pas à être révélé. L'imposant bâtiment de verre et d'acier du centre médical spécialisé Vidal brillait sous le soleil de midi, tandis que Laurent supervisait personnellement les derniers détails de la nouvelle aile pédiatrique qui serait inaugurée le lendemain. Ce projet avait été particulièrement important pour lui. Un centre de soins complet pour les enfants atteints de maladies chroniques qui porterait le nom d'Hélène, en mémoire de sa femme. Les chambres du 3e étage ont encore besoin de quelques ajustements au système d'oxygène, informait le directeur médical pendant qu'il parcourait les installations. Mais elles seront prêtes pour cet après-midi. Les équipements d'IRM sont déjà calibrés et le personnel pédiatrique a terminé sa formation spécialisée. Laurent acquiesça distraitement. Bien qu'extérieurement il maintint son habituelle expression de concentration professionnelle, son esprit était depuis des jours partagé entre ce projet crucial et l'inquiétante sensation qu'il éprouvait chaque fois qu'il pensait à Marine Lefebvre. Il avait essayé de garder ses distances depuis ce jour où, impulsivement, il avait décidé de l'aider. Il s'était dit que c'était mieux ainsi. Elle avait besoin d'espace pour reconstruire sa vie, et lui n'était pas en état d'offrir plus qu'un travail et un toit temporaire. Et pourtant, il y avait quelque chose chez elle, dans sa dignité silencieuse, et sa détermination qui résonnait profondément en lui. « Monsieur Vidal ?» La voix du directeur médical le ramena au présent. « Souhaitez-vous également visiter le service de néonatologie ?» Laurent se tendit visiblement. Le service de néonatologie avait été conçu selon les idées qu'Hélène avait esquissées avant sa mort. Des chambres permettant aux parents de rester auprès de leur bébé prématuré. Des espaces chaleureux qui contrastaient avec la froideur technologique typique de ces unités. « Ce ne sera pas nécessaire, » répondit-il sèchement. « Je suis confiant que tout est conforme aux spécifications. » Son assistante
Diana Robles échangea un regard significatif avec le directeur médical. Tous deux savaient que malgré son implication dans chaque détail de l'hôpital, Laurent ne visitait jamais personnellement la maternité ni la néonatologie. C'était l'une des rares faiblesses que l'implacable entrepreneur se permettait de montrer. « Monsieur, il y a une autre affaire en suspens », intervint Diana en consultant sa tablette. « La réceptionniste de l'hôpital central, Marine Lefebvre, a demandé un rendez-vous avec vous. » Laurent s'arrêta net. En 3 mois que Marine travaillait pour le groupe, elle n'avait jamais demandé à le voir directement. « A-t-elle mentionné le motif ?» demanda Laurent, essayant de maintenir un ton neutre. « Elle a simplement dit qu'il s'agissait d'une affaire personnelle urgente, répondit Diana, observant avec curiosité la réaction de son patron. Voulez-vous que je la programme pour demain, après l'inauguration? Laurent hésita un moment. Son instinct lui disait que si Marine avait demandé à le voir, ce devait être pour quelque chose d'important. Non. Je la verrai aujourd'hui même. Programmez la réunion pour 17 h dans mon bureau au central. Diana acquiesça, bien qu'elle ne pût s'empêcher de montrer sa surprise. Il était inhabituel que Laurent modifie son agenda méticuleux pour une employée de réception. Pendant ce temps, à l'hôpital central, Marine essayait de se concentrer sur son travail alors que l'anxiété la consumait de l'intérieur. Depuis l'appel de Jacques Mercier 3 jours plus tôt, elle avait à peine pu dormir. La menace voilée du patriarche des Mercier l'avait placée dans une position impossible. Si elle ne révélait pas à Laurent la vérité sur le père de son enfant, elle risquait qu'il le découvre de la pire façon possible. Mais si elle le confessait maintenant, après des mois de silence, comment réagirait-il? Penserait-il qu'elle avait délibérément caché son lien avec ses rivaux commerciaux? Ses mains caressèrent instinctivement son ventre, maintenant notablement bombé sous le chemisier ample. Sa petite, qu'elle avait déjà commencé à appeler Lucie dans l'intimité de ses pensées, bougeait plus fréquemment, comme si elle percevait l'angoisse de sa mère. « Je te protégerai », murmura-t-elle pour elle-même. « Quoi qu'il arrive, je te protégerai. Tu parles toute seule, Marine. » La voix aimable de Charles Moreau, l'un des médecins résidents qui s'arrêtait toujours pour bavarder avec elle, la fit sursauter. Marine rougit, embarrassée d'avoir été surprise dans un moment si intime. « Je réfléchissais à voix haute », répondit-elle avec un sourire forcé. Charles la regarda avec sympathie. À 32 ans, le jeune médecin ne cachait pas son intérêt pour Marine, malgré sa grossesse évidente. « Tu as l'air préoccupé. Tout va bien avec la petite ?» demanda-t-il, indiquant son ventre. « Elle va parfaitement », répondit Marine, reconnaissante de sa préoccupation sincère. « J'ai juste quelques affaires personnelles à régler. » Charles hocha la tête, sans insister davantage. « Tu sais que tu peux compter sur moi pour ce dont tu as besoin, n'est-ce pas? Pas seulement comme médecin, » ajouta-t-il avec un sourire chaleureux. Marine acquiesça, émue par sa gentillesse. Durant les mois qu'elle avait travaillé à l'hôpital, Charles était devenu un soutien inattendu. Il n'avait jamais posé de questions sur le père de son bébé, ni ne l'avait jugé pour sa situation. Il était simplement là, offrant son amitié sans condition. « Merci, Charles, ça signifie beaucoup pour moi. » Le jeune médecin prit congé avec un geste, non sans ajouter « Au fait, il y a des rumeurs que le patron en personne supervisera l'inauguration demain. Prépare-toi à voir tout le monde courir comme des poulets sans tête, plaisanta-t-il avant de partir. Marine essaya de sourire, mais la mention de Laurent ne fit qu'augmenter son anxiété. Dans quelques heures, elle serait face à lui, confessant la vérité qui pourrait lui faire perdre tout ce qu'elle avait réussi à reconstruire. Le bureau de Laurent Vidal, au dernier étage de l'hôpital central, reflétait parfaitement sa personnalité, spacieux mais austère, avec de grandes fenêtres, offrant une vue panoramique sur la ville, mais décorée dans des tons neutres et avec seulement quelques photographies des différents hôpitaux du groupe. Il n'y avait pas de photos personnelles, ni d'objets qui révélaient quoi que ce soit sur l'homme derrière l'entrepreneur. Quand Marine entra ponctuelle à 17 h, Laurent. Quand Marine entra ponctuelle à 17 h, Laurent se trouvait debout près de la fenêtre, contemplant le crépuscule sur Paris. En entendant la porte, il se retourna lentement. « Mademoiselle Lefebvre », salua-t-il avec formalité, « Diana m'a informé que vous souhaitiez me parler d'une affaire personnelle urgente. » Marine acquiesça, sentant son cœur s'accélérer. Maintenant qu'elle était face à lui, les mots qu'elle avait répétés pendant des jours semblaient s'être évaporés. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », offrit Laurent, indiquant la chaise face à son bureau, tandis qu'il prenait place de l'autre côté. « Je vous écoute. » Marine respira profondément avant de commencer. « Monsieur Vidal, avant tout, je tiens à vous remercier à nouveau pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez donné un emploi, un endroit où vivre, une opportunité quand j'en avais le plus besoin. Et jamais je ne pourrais... Il n'est pas nécessaire de me remercier encore. » l'interrompit-il avec douceur. « Vous l'avez déjà fait suffisamment. » « Quel est le sujet urgent ?» Marine soutint son regard bleu pénétrant, rassemblant tout son courage. « Il y a quelque chose d'important que vous devez savoir à mon sujet. Quelque chose que je ne vous ai pas dit au début, non parce que je voulais le cacher, mais parce que je ne savais pas que c'était pertinent. » Elle fit une pause, cherchant les mots justes. « Le père de mon enfant, de ma fille, est Sébastien Mercier. » Le visage de Laurent resta impassible, mais Marine remarqua comment ses mains, posées sur le bureau,
se crispait légèrement. « Le fils de Jacques et Sophie Mercier ?» demanda-t-il d'une voix contrôlée. « Oui, » confirma-t-elle. « Pendant mon temps de travail chez eux, Sébastien et moi, » elle s'arrêta honteuse. « C'était une erreur. Il m'a promis beaucoup de choses, m'a fait croire qu'il tenait vraiment à moi. Quand ses parents ont découvert ma grossesse, ils m'ont immédiatement renvoyé. Sébastien n'a jamais pris ses responsabilités. » Laurent se leva lentement et retourna à la fenêtre, lui tournant le dos. Quand il parla, sa voix semblait distante. « Pourquoi me racontez-vous cela maintenant, Marine ?» La familiarité d'entendre son prénom sur ses lèvres, pour la première fois sans le formel Mademoiselle Lefebvre, la déconcerta momentanément. « Parce que Jacques Mercier m'a appelé il y a 3 jours, répondit-elle finalement. Il m'a dit que vous êtes des concurrents commerciaux, chose que j'ignorais complètement. Il a insinué que j'aurais pu délibérément cacher mon lien avec eux pour m'infiltrer dans votre entreprise. » Laurent se retourna brusquement, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Marine vit une véritable émotion dans ses yeux, un mélange d'incrédulité et quelque chose qui ressemblait à de la douleur. « Et c'était le cas ?» demanda-t-il d'une voix tendue. « Non !» s'exclama Marine, se levant aussi. « Je ne ferai jamais une chose pareille. Quand vous m'avez aidé ce jour-là, je ne savais même pas que les Mercier et vous aviez une quelconque relation. Ils n'étaient que mes anciens employeurs, rien de plus. » Laurent l'étudia en silence, comme s'il essayait de lire la vérité dans ses yeux verts. Finalement, il hocha la tête. « Je vous crois, » dit-il simplement. Marine sentit que les larmes de soulagement menacèrent de déborder. « Vraiment ? Oui. Cela n'aurait aucun sens que vous me racontiez cela maintenant si c'était une partie d'un quelconque plan, répondit-il, regagnant son siège avec un soupir. De plus, je connais suffisamment Jacques Mercier pour reconnaître ses tactiques d'intimidation. Cela ressemble exactement à quelque chose qu'il ferait. Marine se laissa retomber sur la chaise, sentant comment la tension accumulée pendant des jours commençait à se dissiper. Je craignais que vous pensiez que je vous avais délibérément trompé, que vous me renverriez. Je ne vous renverrai pas, Marine, l'interrompit Laurent. Votre travail a été impeccable ces derniers mois. Les rapports que je reçois sur votre performance sont excellents. Je n'ai aucune raison de me passer de vos services. Il y eut un silence chargé de sens avant qu'il ne continue. Cependant, cela complique les choses. Les Mercier ne sont pas seulement des concurrents commerciaux. Il y a de l'histoire entre nos familles. Marine le regarda avec curiosité, espérant qu'il poursuive. Laurent sembla débattre intérieurement avant de décider de partager plus d'informations. « Hélène, ma femme, avant de me connaître, a été brièvement fiancée à Jacques Mercier, révéla-t-il d'une voix contrôlée. Quand elle a rompu les fiançailles pour être avec moi, il ne l'a pas bien pris. Il a nourri une rancune personnelle pendant des années, l'étendant au domaine professionnel. Il y a 2 ans, quand il a tenté une fusion entre nos groupes hospitaliers, ce n'était pas par intérêt commercial sincère, mais pour absorber ce que j'ai construit. » Marine comprit alors pourquoi Jacques Mercier avait semblé si menaçant au téléphone. Ce n'était pas seulement pour sa petite fille, c'était une autre façon d'attaquer Laurent. « Que pensez-vous qu'il fera maintenant ?» demanda-t-elle avec crainte. Laurent s'adossa dans son fauteuil, son esprit analytique évaluant clairement les possibilités. S'il croit vraiment que cet enfant est sa petite fille, il tentera de revendiquer une sorte de droit sur elle, répondit-il avec franchise. Jacques est obsédé par l'héritage familial. Un héritier Mercier, même dans ces circonstances, serait quelque chose qu'il voudrait contrôler. Marine sentit un frisson parcourir son dos. « Il ne peut pas me prendre ma fille, » affirma-t-elle avec détermination, ses mains protégeant instinctivement son ventre. « Non, il ne le peut pas, » approuva Laurent. « Mais il peut rendre votre vie très difficile s'il le décide. Il a des relations dans les tribunaux, en politique, dans les médias. » Il s'arrêta observant l'expression d'angoisse croissante sur le visage de Marine. Quelque chose dans sa vulnérabilité sembla adoucir sa réserve habituelle. « Écoutez, » dit-il d'un ton plus doux, « je ne laisserai pas les Mercier vous intimider. Mon équipe juridique est à votre disposition si vous en avez besoin, et votre travail ici est assuré, quoi que Jacques puisse tenter. » Marine le regarda avec étonnement. Malgré la complication que sa situation représentait pour lui, cet homme était toujours prêt à la protéger. « Pourquoi continuez-vous à m'aider ?» demanda-t-elle presque dans un murmure. « Je ne vous ai apporté que des problèmes depuis que nous nous sommes rencontrés. » Laurent la contempla en silence pendant un moment qui sembla éternel. Quand il parla finalement, sa voix avait une nuance différente, presque vulnérable. « Parce que je vois en vous quelque chose que je croyais perdu depuis longtemps, du courage face à l'adversité. Et parce que, » il s'arrêta, comme surpris par ses propres paroles, « parce que vous me rappelez qu'il y a encore des choses pour lesquelles il vaut la peine de lutter. » Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, Marine aperçut l'homme derrière la façade de glace, quelqu'un qui avait subi une perte dévastatrice, mais qui conservait encore dans un coin de son âme la capacité d'être ému par la douleur d'autrui. Le moment intime fut brisé quand le téléphone du bureau sonna avec insistance. Laurent sembla revenir à la réalité, reprenant son expression professionnelle habituelle. « Je dois répondre à cet appel. »
dit-il, attrapant le téléphone. « Mais nous poursuivrons cette conversation bientôt. En attendant, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans cette affaire. » Marine acquiesça et se leva pour partir. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Merci, Laurent. » C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom, et la brève surprise dans ses yeux bleus lui indiqua qu'il l'avait également remarqué. Tandis qu'elle retournait à son poste à la réception, Marine ressentait un étrange mélange de peur et d'espoir. Les Mercier représentaient une menace réelle pour son avenir et celui de sa fille, mais elle n'était plus seule pour leur faire face. Et bien qu'elle essayât de ne pas y accorder trop d'importance, elle ne pouvait ignorer la douce sensation qui l'envahissait chaque fois qu'elle pensait à la façon dont Laurent l'avait regardée, comme si pour la première fois, il la voyait vraiment. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est que Jacques Mercier avait déjà mis son plan en marche, et que le jour de l'inauguration de la nouvelle aile pédiatrique apporterait des révélations qui mettraient à l'épreuve non seulement la connexion naissante entre eux, mais aussi les secrets les plus douloureux du passé de Laurent. Le matin de l'inauguration du centre pédiatrique Hélène Vidal s'était levé avec un ciel dégagé et un soleil radieux qui semblait présager une journée parfaite. Le personnel de l'hôpital s'activait avec une efficacité contrôlée, peaufinant les derniers détails pour l'événement qui commencerait à midi. Des personnalités du monde médical, des autorités gouvernementales et des représentants de fondations pour enfants avaient confirmé leur présence, faisant de cette occasion l'événement le plus important de l'année pour le groupe hospitalier Vidal. Marine, depuis son poste à la réception, observait le va-et-vient des employés et des fournisseurs, avec un mélange de nervosité et d'excitation. Bien qu'elle ne participerait pas directement à la cérémonie, elle ressentait une étrange fierté d'être, même modestement, partie prenante de quelque chose d'aussi significatif. « Tu es particulièrement belle aujourd'hui », commenta Charles Moreau, s'approchant de son comptoir avec son sourire amical habituel. « La grossesse te va bien. » Marine le remercia du compliment avec un sourire. À 5 mois de gestation, son ventre était déjà proéminent, mais elle se sentait étonnamment énergique et pour la première fois depuis longtemps, pleine d'espoir. « Viendras-tu à l'inauguration » demanda Charles. « Tout le personnel est invité, même ceux qui ne sont pas de service. »« Je ne sais pas, » répondit-elle avec hésitation. « Je ne veux pas gêner avec mon... » Elle désigna son ventre d'un geste. Charles fronça les sourcils. « Ne dis pas de bêtises. C'est un centre pédiatrique. Quel meilleur symbole d'espoir qu'une future mère ?» Son ton devint plus tentant. En plus, ils serviront un buffet spectaculaire après la cérémonie. « Tu ne peux pas manquer ça. » Marine rit, reconnaissante pour la façon naturelle dont Charles la traitait toujours. « J'y réfléchirai, » promit-elle, bien qu'intérieurement elle avait déjà décidé d'y assister, mue par un désir inexplicable de voir Laurent dans son moment de triomphe. Depuis leur conversation dans son bureau 3 jours plus tôt, ils ne s'étaient pas reparlé. Elle avait attendu un message, un signe que cette connexion inhabituelle qu'ils avaient partagée n'avait pas été le fruit de son imagination, mais Laurent semblait être revenu à sa distance professionnelle habituelle. À 11h30, alors que Marine s'apprêtait à prendre sa pause pour se préparer avant la cérémonie, une élégante femme d'une 60aine d'années s'approcha du comptoir de la réception. Vêtue d'un tailleur impeccable et de bijoux discrets mais manifestement coûteux, elle dégageait une autorité naturelle qui fit instinctivement se redresser Marine. « Bonjour », salua la femme d'une voix douce mais ferme. « Je cherche Laurent Vidal. »« Bonjour, madame. » répondit Marine avec professionnalisme. « Avez-vous rendez-vous avec le docteur Vidal ?» La femme sourit légèrement, comme amusée par la question. « Je n'en ai pas besoin, ma chère. Je suis Béatrice Vidal, sa mère. » Marine tenta de dissimuler sa surprise. Pendant les mois qu'elle travaillait pour le groupe hospitalier, elle n'avait jamais entendu mentionner la mère de Laurent, ni vu sa photographie nulle part. « Excusez-moi, madame Vidal, je ne vous ai pas reconnue. » s'empressa-t-elle de dire. « Le docteur Vidal est au nouveau centre pédiatrique, supervisant les derniers détails avant l'inauguration. Si vous me permettez de vous annoncer, ce ne sera pas nécessaire. » l'interrompit Béatrice d'un geste élégant. « Je préfère le surprendre. Cela fait presque 1 an que nous ne nous sommes pas vus. » ajouta-t-elle avec une pointe de tristesse. « Je suis venue spécialement d'Aix-en-Provence pour cet événement. Le nom de ce centre signifie beaucoup pour notre famille. » Marine acquiesça, émue par la révélation. Ainsi, Laurent ne voyait même pas sa propre mère régulièrement. Son isolement émotionnel semblait s'étendre au-delà du professionnel. « Bien sûr, madame Vidal, le centre se trouve dans le bâtiment Est, rez-de-chaussée. N'importe quel membre du personnel peut vous indiquer le chemin. » Béatrice remercia pour l'information et s'apprêtait à partir quand elle s'arrêta, observant Marine plus attentivement. « Excusez mon indiscrétion, mais depuis combien de temps êtes-vous enceinte, ma chère ?» Marine rougit légèrement, portant instinctivement une main à son ventre. « 5 mois, madame. » Une ombre d'émotion traversa le visage de Béatrice. « Hélène, la femme de mon fils,
en était exactement au même point de sa grossesse quand elle s'arrêta incapable de terminer la phrase. « Je suis désolée, je ne devrais pas parler de cela. Pas un jour comme aujourd'hui. » Marine ressentit une vague de compassion pour cette femme qui pleurait manifestement encore la perte de sa belle-fille et de son petit enfant Annette. « Vous n'avez pas à vous excuser, » répondit-elle avec chaleur. « Ce doit être difficile pour vous aussi. » Béatrice l'étudia avec un intérêt renouvelé. « Vous êtes très gentille. Puis-je vous demander votre nom? » « Marine Lefebvre, madame. Je travaille à la réception depuis quelques mois. » Une étincelle de reconnaissance illumina les yeux de Béatrice. « Marine, est-ce vous la jeune femme que Laurent ?» Elle s'arrêta, reformulant sa question. « Celle qui vit dans l'un des appartements d'entreprise ?» Marine acquiesça, surprise que la mère de Laurent connaisse son existence. « Gabrielle Soto m'a parlé de vous lors de notre dernier appel », expliqua Béatrice comme si elle lisait dans ses pensées. « Elle a dit que mon fils avait fait quelque chose d'humain de façon inattendue pour la première fois depuis des années. Je comprends maintenant pourquoi », ajouta-t-elle avec un regard significatif vers le ventre de Marine. Avant que Marine puisse clarifier tout malentendu sur sa relation avec Laurent, Béatrice poursuivit « Je dois y aller maintenant, mais j'aimerais vous parler après la cérémonie si cela ne vous dérange pas. » Sans attendre de réponse, l'élégante femme s'éloigna, laissant Marine avec un sentiment de confusion. Qu'avait exactement compris la mère de Laurent? Et plus important encore, pourquoi voudrait-elle lui parler après? L'auditorium du nouveau centre pédiatrique Hélène Vidal était comble lorsque Marine arriva, 15 minutes avant le début de la cérémonie. Elle se glissa discrètement vers l'un des sièges du fond, espérant passer inaperçue parmi la foule de médecins, d'infirmières et de personnel administratif qui avait assisté à l'événement. La scène, décorée avec une élégance sobre, montrait comme unique élément marquant un grand portrait d'une jeune femme belle aux cheveux blonds et aux yeux chaleureux, qui souriait avec un mélange de douceur et de détermination. Hélène Vidal, comprit Marine, ressentant une inexplicable pointe de douleur en contemplant le visage de la femme dont l'absence avait si profondément marqué Laurent. À midi précise, Laurent monta sur scène accompagné du directeur médical du centre et de plusieurs autorités. Vêtu d'un costume sombre impeccable, il paraissait plus distant et formel que jamais, bien que Marine remarquât les cernes sous ses yeux, signe de nuit sans sommeil à préparer ce moment. Son discours fut bref et contenu, centré sur les aspects techniques du nouveau centre et son importance pour les soins pédiatriques spécialisés en France. Pas une seule fois il ne mentionna que le centre portait le nom de sa défunte épouse, ni ne révéla la douleur personnelle qu'il devait ressentir en inaugurant un projet qu'elle ne verrait jamais. Le Laurent qu'elle avait entrevu dans son bureau quelques jours plus tôt, l'homme vulnérable et humain derrière l'entrepreneur, semblait avoir à nouveau disparu derrière sa carapace de glace. Lorsque les applaudissements marquèrent la fin de son intervention, Marine s'apprêtait à se lever pour se diriger vers la zone du buffet où Charles l'attendait quand elle les vit. Sophie Mercier, la femme qui l'avait humiliée et renvoyée, entrait dans l'auditorium accompagnée de son mari Jacques et à l'horreur de Marine de Sébastien. Le temps sembla s'arrêter, tandis que Marine tentait de décider quoi faire. Elle pouvait essayer de se faufiler sans être vue, mais cela signifierait fuir, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Et elle était fatiguée de se sentir honteuse pour la situation dans laquelle Sébastien l'avait mise. Avant qu'elle puisse prendre une décision, une voix familière la surprit. Alors les rumeurs étaient vraies. Les Mercier ont eu l'audace de venir. Gabrielle Soto s'était assise à côté d'elle, son expression habituellement affable maintenant durcie par le dégoût. « Que font-ils ici ?» demanda Marine dans un murmure angoissé. « Politique hospitalière, répondit Gabrielle avec mépris. L'inauguration est un événement public et ils ont suffisamment de relations pour obtenir des invitations. Ils veulent probablement évaluer la concurrence ou provoquer Laurent. Marine se sentit nauséeuse et cette fois ce n'était pas à cause de la grossesse. L'idée d'affronter les Mercier dans cet environnement où tout le monde pourrait assister au drame, la terrifiait. « Peut-être que je devrais partir, » murmura-t-elle. Gabrielle la regarda avec sévérité. « Tu ne feras pas une telle chose, Marine. Tu as autant le droit d'être ici que n'importe qui. Plus qu'eux, en fait. Tu fais partie de cette institution maintenant. » Pendant qu'elle débattait, Laurent était descendu de scène et se trouvait maintenant entouré de personnes qui voulèrent le féliciter. Son expression professionnellement courtoise changea brusquement quand il vit les Mercier s'approcher de lui. Même à distance, Marine put remarquer comment tout son corps se tendait. « Cela n'augure rien de bon », commenta Gabrielle avec inquiétude. Laurent déteste Jacques Mercier et le sentiment est réciproque. Marine observait la scène comme au ralenti. Jacques Mercier tendant sa main vers Laurent, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, Sophie regardant autour d'elle avec un dédain à peine dissimulé, et Sébastien, le père de sa fille, avec son habituelle expression d'enfant riche qui s'ennuie. La colère et la douleur qu'elle avait gardées sous contrôle pendant des mois menacèrent de déborder. Et alors l'impensable se produisit. Pendant qu'ils conversaient,
Le regard de Sébastien parcourut la salle et s'arrêta exactement sur elle. Marine vit ses yeux s'écarquiller de surprise, puis se fixer sur son ventre proéminent. Quelque chose ressemblant à de la panique traversa son visage avant qu'il ne se penche et murmure quelque chose à l'oreille de son père. Jacques Mercier tourna lentement la tête dans la direction que son fils indiquait et un sourire calculateur se dessina sur ses lèvres en localisant Marine. Puis, à son horreur absolue, il désigna discrètement dans sa direction tout en disant quelque chose à Laurent. L'expression de Laurent passa instantanément du dégoût contenu à une pâleur mortelle. Ses yeux bleus cherchèrent Marine dans la foule, la trouvant avec une intensité qui semblait vouloir lui communiquer quelque chose d'urgent. Mais avant qu'elle puisse déchiffrer son regard, Sébastien se dirigeait déjà vers elle, suivi de près par ses parents et, après un moment d'hésitation, par Laurent. « Merde !» murmura Gabriel. « Ça va être un spectacle. » Marine se leva, sentant son cœur battre douloureusement contre sa poitrine. Par instinct protecteur, une main couvrit son ventre tandis que l'autre cherchait le dossier de la chaise pour se soutenir. Sébastien arriva le premier, s'arrêtant à 1 mètre de distance, son visage un masque d'émotions contradictoires. Surprise, honte, peut-être même un éclair de ce qui pourrait être du remords. « Marine », dit-il son nom comme si c'était une question. « Tu es… » Ses yeux se fixèrent sur son ventre. « Enceinte », compléta-t-elle avec fermeté. « De ta fille, Sébastien, celle que tu as reniée quand ta mère m'a mise à la porte. » Un murmure commença à se répandre parmi les personnes les plus proches. Le drame privé était en train de se transformer rapidement en spectacle public. Sophie Mercier rejoignit son fils, son visage déformé par l'indignation. « Comment oses-tu apparaître ici ?» siffla-t-elle. « Est-ce ta nouvelle tactique, faire en sorte que Vidal te donne du travail pour continuer avec ton mensonge ? » « Ça suffit, Sophie », intervint Laurent, qui venait de les rejoindre. Sa voix était glaciale, mais contrôlée. « Mademoiselle Lefebvre est une employée valorisée de cet hôpital, et elle est ici sur mon invitation. » Jacques Mercier se joignit au groupe, observant la scène avec un intérêt calculé. « Je vois que tu as accueilli notre ancienne employée, Laurent, » commenta-t-il avec une fausse cordialité. « Savais-tu qu'elle porte dans son ventre un héritier Mercier quand tu l'as embauchée? Ou as-tu découvert après l'heureuse coïncidence ?» Un silence tendu tomba sur le groupe, tandis que tous les yeux se tournaient vers Laurent, attendant sa réponse. Marine retenait sa respiration, craignant que toute la situation ne dégénère complètement. Mais avant que Laurent puisse répondre, la voix de Sébastien s'éleva, étonnamment ferme. « Cet enfant n'est pas de moi. » Marine eut l'impression de recevoir une gifle. Malgré tout ce qu'elle avait souffert par sa faute, elle n'avait jamais imaginé que Sébastien serait capable de renier sa propre fille devant tant de personnes. « Comment peux-tu dire cela ?» s'exclama-t-elle, les larmes montant à ses yeux verts. « Tu sais parfaitement que il ne peut pas être de moi. » l'interrompit Sébastien, évitant son regard. « J'ai passé des tests il y a des années. Je ne peux pas avoir d'enfant. » Le silence qui suivit cette déclaration fut absolu. Marine sentit que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Était-ce possible? Ou n'était-ce qu'un autre mensonge lâche pour échapper à sa responsabilité? « C'est absurde, » intervint Sophie, regardant son fils avec un mélange de confusion et d'alarme. « De quoi parles-tu, Sébastien? Tu ne nous as jamais rien dit de tel. Parce que je savais comment tu réagirais, maman, » répondit-il avec amertume. « Un Mercier doit continuer la lignée. N'est-ce pas ce que tu dis toujours? Eh bien, il se trouve que ce Mercier ne le peut pas. Désolé de ruiner tes plans dynastiques. La tension dans l'atmosphère était palpable. Les invités proches ne faisaient même plus semblant de ne pas écouter. L'événement d'inauguration s'était transformé en scène d'un drame familial qui semblait tout droit sorti d'un feuilleton. Laurent, qui était resté inhabituellement silencieux, parla finalement avec une autorité qui fit taire même les Merciers. « Ce n'est ni le moment ni le lieu pour cette discussion. Je vous serais reconnaissant de vous retirer. Vous tous, ajouta-t-il, regardant significativement Marine. « Marine, s'il vous plaît, allez à mon bureau. Je vous y retrouverai dès que j'aurai terminé mes obligations ici. » La fermeté de son ton n'admettait pas de réplique. Marine acquiesça, reconnaissante pour l'opportunité d'échapper à cette scène humiliante. Tandis qu'elle s'éloignait, elle sentit la main de Gabriel sur son bras, lui offrant un soutien silencieux. « Je t'accompagnerai », murmura la directrice du personnel. Les deux femmes s'éloignèrent du groupe, suivies par les regards de curiosité et de compassion des présents. Marine marchait comme en transe, incapable de traiter ce qui venait de se passer. Si Sébastien disait la vérité, qui était le père de sa fille? La réponse à cette question changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de Laurent, d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait imaginer. Le bureau de Laurent restait dans la pénombre quand il entra, 2 heures après le désastreux incident lors de l'inauguration. Marine était assise près de la fenêtre, sa silhouette se découpant sur les lumières de la ville, qui commençait à s'allumer au crépuscule. Elle ne se retourna pas quand la porte s'ouvrit, comme si elle avait reconnu ses pas. « J'ai dû donner des explications à la moitié de l'hôpital. »
commenta Laurent d'une voix fatiguée, tout en allumant une unique lampe qui jeta un doux reflet doré sur la pièce. Et convaincre les journalistes qui couvraient l'événement de ne rien publier sur le petit incident personnel dont ils ont été témoins. Marine se tourna finalement pour le regarder. Son visage montrait des signes d'avoir pleuré, mais ses yeux verts brillaient maintenant d'une détermination sereine. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Je n'ai jamais voulu te causer des problèmes, et encore moins gâcher l'inauguration du centre qui porte le nom de ta femme. » Laurent laissa échapper un soupir tandis qu'il desserrait sa cravate et s'asseyait face à elle. « Tu n'as pas à t'excuser. Les Mercier sont experts dans l'art de créer des scènes. Ils l'ont fait toute leur vie. » Un silence inconfortable s'installa entre eux, tandis que tous deux évitèrent d'aborder le sujet qui planait dans l'air, comme une ombre. « Crois-tu que c'est vrai ?» demanda finalement Marine, sa voix à peine audible. Ce qu'a dit Sébastien sur son incapacité à avoir des enfants, Laurent étudia son visage pendant plusieurs secondes, avant de répondre « Je ne sais pas, ça pourrait être un autre de ses mensonges pour éviter ses responsabilités, ou il pourrait dire la vérité. » Marine hocha lentement la tête, assimilant cette possibilité. « Si c'est vrai, alors je ne comprends plus rien, » confessa-t-elle, une larme solitaire glissant sur sa joue. « Je n'ai été avec personne d'autre, je te le jure sur ma vie. » Sur la vie de ma fille. Laurent se leva et marcha vers la fenêtre, lui tournant le dos tandis qu'il contemplait les lumières de la ville. « Je te crois, dit-il finalement. »« Tu me crois ?» La surprise était évidente dans sa voix. Après tout ce qui s'est passé, après avoir découvert que j'aurais pu te mentir sur quelque chose d'aussi important, Laurent se retourna pour la regarder, son visage étonnamment serein. « Je te crois parce que, bien que nous nous connaissions à peine, j'ai appris à reconnaître la sincérité dans tes yeux. » Il fit une pause, comme si les mots suivants lui coûtaient un effort particulier. « Et parce que, il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose qui pourrait tout expliquer. » Marine l'observa avec une confusion croissante, tandis qu'il s'approchait de son bureau et sortait un dossier d'un des tiroirs. « Ma mère est venue me voir après l'incident, » continua Laurent, sa voix maintenant étrangement contrôlée. « Elle m'a révélé quelque chose qu'elle avait gardé secret pendant des années, quelque chose qui change tout ce que je croyais savoir sur ma vie. » Il ouvrit le dossier et lui tendit une vieille photographie. On y voyait un jeune Laurent d'une vingtaine d'années, souriant à côté d'une jeune fille qui, à l'étonnement de Marine, était identique à Sébastien Mercier, mais en version féminine. « Elle s'appelait Valérie Mercier, » expliqua Laurent, « la sœur jumelle de Sébastien. Nous étions ensemble à l'université bien avant que je ne connaisse Hélène. Elle fut mon premier amour. » Marine prit la photographie d'une main tremblante, essayant de comprendre quel rapport cela avait avec sa situation. « Valérie est morte dans un accident de montagne quand nous avions 22 ans, » poursuivit Laurent, sa voix teintée d'une douleur ancienne, mais encore vive. « Ce fut dévastateur pour tous. Les Mercier m'ont tenu pour responsable, bien que je n'étais même pas avec elle quand c'est arrivé. Jacques ne m'a jamais pardonné. Ce fut l'origine de l'inimitié entre nos familles. » Marine commençait à comprendre, mais il manquait encore des pièces à ce puzzle. « Laurent, quel rapport cela a-t-il avec mon bébé ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Laurent respira profondément avant de continuer. « Peu avant sa mort, Valérie et moi avons été intimes. Elle craignait d'être enceinte, mais n'a jamais eu le temps de le confirmer. Après l'accident, les Mercier m'ont interdit de m'approcher même de ses funérailles. » Il fit une pause, ses yeux bleus fixés sur ceux de Marine. « Ma mère m'a révélé aujourd'hui que Valérie était effectivement enceinte lors de sa mort. Les médecins ont tenté de sauver le bébé, mais il était trop prématuré. » Marine sentit que l'air lui manquait tandis qu'elle commençait à entrevoir où menait cette histoire. « Jacques était dévasté, » continua Laurent. « Il avait perdu sa fille préférée et le petit enfant qu'il ne connaîtrait jamais. Selon ma mère, il est devenu obsédé par l'idée de récupérer ce qu'il considérait comme du sang Mercier volé par les Vidal. Il a engagé des médecins sans scrupules qui ont prélevé du matériel génétique du fœtus. »« Mon Dieu, » murmura Marine, portant instinctivement les mains à son ventre. « Tu es en train de dire que Sébastien ne peut pas avoir d'enfant parce qu'il n'a jamais développé de spermatozoïdes fonctionnels, » confirma Laurent d'une voix grave. « C'est une condition génétique, apparemment. Il l'a découvert à l'adolescence, mais ses parents l'ont gardé secret pour ne pas entacher la fierté des Mercier. Mais alors, comment? La question resta suspendue dans l'air, tandis que la réalité commençait à prendre forme. Une réalité aussi troublante qu'incroyable. Jacques a conservé ce matériel génétique pendant des années, expliqua Laurent, sa voix maintenant à peine un murmure. Ma mère dit qu'il a toujours cherché le moyen de continuer la lignée de Valérie, qu'il considérait supérieure à celle de Sébastien. Quand Sébastien a commencé à te fréquenter, Jacques a vu son opportunité. Une jeune femme saine, forte, qui vivait sous son toit, complètement vulnérable à sa manipulation. Marine se leva brusquement, l'horreur se lisant sur son visage. « Non, ce n'est pas possible !» Sa voix tremblait. « Tu suggères que Jacques Mercier, qu'il m'a utilisé comme incubatrice à mon insu, qu'il a manipulé d'une manière ou d'une autre ma grossesse ?» Laurent acquiesça gravement. « Ma mère a trouvé des documents,
des registres de paiement à une clinique de fertilité clandestine. Apparemment, les vitamines que Madame Sophie insistait pour que tu prennes pendant ton séjour chez eux, les pilules pour l'anémie, se rappela Marine, sentant la nausée monter. Elle me les donnait chaque matin, veillant à ce que je les prenne. Elle se laissa retomber sur la chaise, accablée par l'ampleur de la révélation. Si ce que Laurent disait était vrai, la petite fille qu'elle portait était, génétiquement, la fille de Valérie Mercier et de Laurent. Le silence s'étira entre eux tandis que tous deux assimilaient les implications de cette vérité impossible. Finalement, Marine leva les yeux, son regard vert rencontrant le bleu de Laurent. « Comment pouvons-nous en être sûrs ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Tout cela semble une folie sortie d'un film de science-fiction. Laurent s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes, dans un geste inhabituellement intime. « Il y a des tests que nous pouvons faire après la naissance, » répondit-il avec douceur. « Mais ma mère dit que les dates correspondent parfaitement, et cela expliquerait pourquoi Jacques est passé de vouloir te mettre à la porte à tenter de revendiquer des droits sur ton bébé. » Marine hocha lentement la tête, les pièces s'assemblant enfin, l'insistance de Jacques sur le fait qu'un Mercier ne grandit jamais loin de sa famille légitime. Son intérêt menaçant pour le bébé après l'avoir congédié sans considération. « Si c'est vrai, » murmura-t-elle, « alors tu es mon bébé et, si c'est vrai, compléta Laurent, alors cette petite fille est ma fille biologique. Une fille conçue à travers une manipulation perverse, mais ma fille malgré tout. » Quelque chose changea dans son regard, tandis qu'il prononçait ces mots, comme si l'idée, initialement troublante, commençait à éveiller en lui des émotions qu'il croyait enterrées avec Hélène et son enfant à naître. « Que ferons-nous maintenant ?» demanda Marine, sa voix reflétant la confusion et la peur qui l'envahissait. Laurent se releva et s'assit à nouveau face à elle, son expression désormais ferme et déterminée. « D'abord, te protéger, toi et la petite. Les Mercier ne s'arrêteront pas. » Maintenant que Sébastien a nié publiquement sa paternité, Jacques tentera probablement d'obtenir la garde en alléguant un lien génétique avec Valérie. « Nous ne pouvons pas le permettre. Je ne laisserai pas qu'on me prenne ma fille, » affirma Marine avec détermination. « Peu importe comment elle a été conçue, elle est à moi. À nous, » corrigea Laurent doucement, pour s'arrêter ensuite, surpris par ses propres paroles. « Je suis désolé. Je n'ai pas voulu... » « Non, » l'interrompit Marine. « Si c'est vrai, tu as raison. Ce serait notre fille. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, et quelque chose d'indéfinissable passa entre eux. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais une connexion, une compréhension qui transcendait l'étrange situation dans laquelle ils se trouvaient. « Il y a une solution, » dit Laurent après un moment. « Une qui protégerait légalement la petite des Mercier et nous donnerait le temps de découvrir la vérité et de décider quoi faire. » Marine le regarda avec expectative. « Laquelle ? Le mariage, » répondit-il simplement. Marine retint son souffle, certaine d'avoir mal entendu. « Le mariage, toi et moi, ce serait un accord légal, » expliqua-t-il rapidement, comme s'il craignait qu'elle ne comprenne mal ses intentions. « Si nous nous marions, je serai légalement le père de la petite dès sa naissance. Les Mercier ne pourraient revendiquer aucun droit sur elle sans affronter un processus juridique complexe, et nous aurions le temps de réaliser les tests nécessaires et de découvrir la vérité. » Marine le regarda fixement, essayant de comprendre la proposition. « Tu me demandes de nous marier par convenance ?» Laurent acquiesça, bien que quelque chose dans son expression suggérait qu'il y avait plus dans sa proposition qu'il n'était prêt à admettre. « Ce serait temporaire si tu le souhaites, » ajouta-t-il. « Une fois que la petite sera en sécurité et que nous aurons résolu toute cette affaire, nous pourrions reconsidérer la situation. » Marine garda le silence, évaluant la proposition. Se marier avec Laurent Vidal, l'homme qui l'avait sauvée quand elle était au plus désespérée, l'homme dont les yeux bleus avaient commencé à apparaître dans ses rêves, l'homme qui pourrait être le père biologique de sa fille. « Et si la petite n'est pas de toi ?» demanda-t-elle finalement. « Et si tout ceci est un mensonge élaboré de ta mère ou des Mercier ?» Laurent la regarda directement dans les yeux, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Marine vit ses émotions complètement exposées. « Marine, je ne sais pas si cette petite fille est ma fille biologique, mais ce que je sais, c'est que ces derniers mois, quelque chose a changé en moi. Quelque chose que je croyais mort est revenu à la vie. » Il fit une pause comme cherchant les mots justes. « Quand j'ai perdu Hélène et notre bébé, j'ai juré que je ne m'ouvrirais plus jamais à ce type de douleur. Et puis, tu es apparue, enceinte et vulnérable, mais avec une dignité et une force qui m'ont rappelé ce que signifie être vivant. Si la petite n'est pas ma fille, je continuerai à vouloir vous protéger toutes les deux. Je continuerai à vouloir te connaître au-delà de cette situation impossible. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Marine, tandis qu'elle écoutait cette confession inattendue. Ce n'était pas une déclaration d'amour, c'était quelque chose de plus honnête, la reconnaissance d'un commencement, d'une possibilité. « Dis-moi que non, » continua Laurent, sa voix maintenant un murmure. « Dis-moi que je me trompe en pensant que toi aussi, tu as ressenti cette connexion entre nous, et je n'en reparlerai plus. » Marine se leva lentement et fit un pas vers lui, réduisant la distance qui les séparait. « Je ne peux pas te dire ça, »
répondit-elle d'une voix douce, parce que ce serait un mensonge. Depuis le jour où tu m'as tendu la main quand tous me tournèrent le dos, quelque chose en moi a gravité vers toi, bien que je me répétais que c'était impossible, que quelqu'un comme toi ne pourrait jamais s'intéresser à quelqu'un comme moi. Laurent se leva aussi, se retrouvant si près d'elle qu'elle pouvait sentir son souffle. « Tu te trompes, » murmura-t-il. « C'est précisément parce que tu es qui tu es, avec ta force et ta bonté, que je n'ai pas pu cesser de penser à toi, de m'inquiéter pour toi, de ressentir pour toi. » Et alors, comme s'ils avaient traversé ensemble un long tunnel pour finalement trouver la lumière, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant, qui contenait tant la promesse d'un avenir que la reconnaissance d'un passé douloureux que tous deux portaient. Quand ils se séparèrent, Marine appuya son front contre le sien, leurs mains entrelacées sur son ventre arrondi, où sa fille, peut-être la leur, bougeait comme si elle aussi percevait le changement dans l'air. « Oui, » murmura Marine, « je t'épouserai, Laurent Vidal, pas par convenance, pas par protection, bien que ce soit des raisons valables. Je t'épouserai parce que, contre toute attente, au milieu de cette folie, je crois que nous pourrions construire quelque chose de réel, quelque chose de bon. » Laurent sourit alors, un sourire sincère qui transforma son visage et atteignit ses yeux, les faisant briller d'une chaleur que Marine n'avait jamais vue en eux. « Ce ne sera pas facile, » avertit-il. « Les Mercier lutteront. Il y aura des tests, des questions, des moments difficiles. Rien dans ma vie n'a été facile, répondit-elle avec un sourire courageux. Mais pour la première fois, je ne serai pas seul dans la bataille. » Ils s'embrassèrent à nouveau, scellant une promesse qui allait bien au-delà d'un accord légal ou d'une stratégie défensive. C'était la promesse de deux personnes qui, ayant connu la douleur et la perte, osèrent de croire qu'elles méritaient une seconde chance dans la vie et dans l'amour. 4 mois plus tard, le cri d'un bébé nouveau-né remplit la chambre privée de l'hôpital Vidal Central, tandis que Marine tenait sa fille pour la première fois. Petite mais parfaitement saine, la petite avait une touffe de cheveux sombres, et quand elle ouvrit brièvement les yeux, laissa entrevoir un éclat qui promettait le même bleu intense que les yeux de Laurent. « Elle est magnifique, » murmura-t-il, assis près du lit, sa main caressant avec révérence la petite tête, aussi parfaite que sa mère. Marine sourit, épuisée mais rayonnante de bonheur. « Tu penses toujours l'appeler Valérie ?» demanda-t-elle avec douceur. Laurent secoua la tête. Non, elle mérite son propre nom, sa propre histoire, sans ombre du passé. L'enveloppe scellée sur la table de chevet contenait les résultats du test ADN qu'ils avaient effectué dès que cela avait été possible, en toute sécurité. Ils confirmaient ce qu'ils avaient déjà commencé à soupçonner à chaque échographie. La petite était bien la fille biologique de Laurent. Le plan tordu de Jacques Mercier avait fonctionné, mais pas de la manière qu'il espérait. Car maintenant, les Mercier faisaient face à une bataille juridique qu'ils ne pouvaient pas gagner. Marine et Laurent s'étaient mariés lors d'une cérémonie intime 2 mois auparavant, faisant de Laurent le père légal de la petite. Et quand les résultats du test ADN avaient été rendus publics, prouvant la paternité biologique de Laurent, les Mercier avaient perdu toute possibilité de réclamer la petite. « Lucie, » dit finalement Laurent, « j'aime le nom que tu as toujours voulu pour elle. Lucie Vidal-Lefebvre. Ça sonne comme l'avenir, pas comme le passé. » Marine acquiesça, émue par ce geste. Après tout ce qui s'était passé, ils avaient décidé de garder le nom qu'elle avait choisi dès le début. « Lucie signifie « lumière », murmura-t-elle, embrassant le front de sa fille. Et c'est ce qu'elle a apporté dans nos vies, la lumière après tant d'obscurité. Laurent se pencha pour embrasser doucement Marine, un baiser qui contenait tout ce qu'ils en étaient venus à ressentir l'un pour l'autre au cours de ces mois, à se connaître, à se soutenir, à construire ensemble un avenir inattendu mais merveilleux. « Je t'aime », murmura-t-il contre ses lèvres, toutes les deux. Ce n'était pas la première fois qu'il prononçait ces mots, mais à ce moment-là, avec leur fille nouveau-née entre eux, ils prenaient un sens encore plus profond. « Et nous t'aimons », répondit Marine, son cœur débordant d'un bonheur qu'elle n'avait jamais cru possible de trouver. Dehors, la vie suivait son cours. Le groupe hospitalier Vidal prospérait sous l'enthousiasme renouvelé de Laurent. Les Mercier avaient disparu de leur vie après un accord juridique qui les obligeait à rester éloignés de Lucie. Et dans l'appartement qui avait été un refuge temporaire, maintenant transformé en foyer rempli d'amour, une famille peu conventionnelle découvrait jour après jour ce que signifiait guérir ensemble, aimer ensemble, vivre ensemble, car parfois l'amour arrive sans prévenir, au moment le moins attendu, de la manière la moins imaginée, et quand il le fait, il a le pouvoir de tout transformer. Cette histoire d'amour, de résilience et de seconde chance vous a-t-elle ému? Laissez-nous un j'aime, commentez ce que vous en avez pensé et de quelle ville vous nous lisez. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires et partagez dans les commentaires quel thème vous aimeriez que nous abordions dans la suivante.